Pendant la pratique même de la méditation, on ne cherche pas à diriger notre intention dans une direction particulière, puisque le principe de la technique, c'est cet état d'innocence. On n'attend rien de particulier, on applique le processus de la technique et on se laisse conduire par ce processus sans vouloir le diriger. Merci Jean-Marc. Pourriez-vous nous donner le coût de l'apprentissage et du suivi de la méditation? Oui, bien sûr. Alors, avant de donner le coût, ce qu'il faut préciser, c'est d'abord que, comme nous l'avons dit, la technique est enseignée par des professeurs qui ont été formés de façon approfondie. Ensuite, je cherche dans mes notes, parce que j'ai noté les coûts quelque part, je ne les connais pas par cœur. Voilà. Ensuite, le cours lui-même, donc il y a ces 7 étapes qu'on vous a décrites: conférence d'introduction, conférence préparatoire, l'initiation personnalisée, personnelle à la technique, puis les 3 étapes qui suivent les 3 jours suivants, le suivi ensuite pendant 6 mois et toute une série d'activités que vous pouvez suivre sur Internet, des conférences d'approfondissement, des échanges d'expériences avec d'autres méditants. Voilà, donc c'est tout un ensemble qui est très riche, hein, et qui vous permet d'approfondir votre expérience. Ensuite, le coût lui-même va dépendre de vos revenus. Si vous avez des revenus supérieurs à 2 000 €, le coût du cours est de 890 €. Si vous avez des revenus entre 1 000 et 2 000 €, il est de 620 €. Et enfin, si vous êtes étudiant ou chômeur ou que vous avez des revenus inférieurs à 1 000 €, il est de 450 €. Alors, ça peut paraître beaucoup au départ, mais il faut bien voir que si vous faites du yoga, par exemple, et que vous êtes dans un club, bah, vous payez peut-être 40 € tous les mois, et les sommes vont très vite augmenter et même dépasser le coût de l'apprentissage de cette technique. Enfin, il y a une dernière possibilité, c'est pour les publics en grande difficulté. Il y a une fondation qui a été créée par un grand cinéaste qui s'appelle David Lynch, qui a appris la méditation il y a des années. Et cette fondation aide en finançant des bourses les personnes qui n'ont pas les moyens de financer ce cours. Alors, ça fait longtemps, plusieurs années que je ne pratique plus la méditation transcendantale. Est-ce que je peux reprendre la méditation par moi-même ou est-ce mieux de recommencer accompagné par un formateur? Donc là, nous Alors, avons un ancien méditant qui a arrêté de méditer pendant quelque temps et qui souhaiterait s'y remettre et qui demande s'il a besoin d'être accompagné pour ça ou s'il peut refaire ça tout seul. alors, on peut recommencer tout seul, mais la difficulté qu'on risque de rencontrer, c'est d'avoir oublié les consignes qui permettent une pratique correcte. Et donc, il vaut beaucoup mieux, pour reprendre, prendre contact avec un professeur, pas forcément celui avec qui vous avez appris, mais un professeur qui est dans votre ville ou dans votre région, et vérifier avec lui comment vous pratiquez la technique. Et ensuite, vous serez relancé dans votre pratique. Et puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui sont liées à un événement malheureux, qui est l'épidémie de Covid. Tout simplement parce que ça nous a amené à développer énormément d'activités en ligne sur Internet. Et donc, ces nouvelles activités vous permettent de faire des méditations de groupe à certaines heures avec d'autres méditants, d'échanger vos expériences et de suivre beaucoup de conférences également. Il y en a 2 par semaine sur l'analyse des expériences, la progression, etc. Et donc, vous n'êtes pas isolé, même si vous êtes au fin fond de l'Ardèche ou de la Creuse. Vous pouvez être connecté avec des professeurs et d'autres méditants, et ça va vous permettre de conforter votre pratique de la technique et de ne pas être isolé. Merci Jean-Marc. Je salue le docteur Gallois que je viens de voir passer sur mon écran. Donc, si vous avez des questions qui concernent aussi le docteur Gallois, allez-y. J'ai encore une question pour vous, Jean-Marc. La formation peut-elle se faire par Internet ou bien est-elle forcément en présentiel? Alors, il y a une partie qui peut se faire sur Internet. Vous pouvez très bien suivre la conférence de présentation des effets de la technique et la conférence qui présente également les mécanismes. Ça, vous pouvez le suivre sur Internet. Par contre, l'initiation est une étape qui est forcément
une étape en présentiel, donc avec un professeur, et c'est une étape qui est individuelle. Pour la suite, vous avez le choix. Vous pouvez suivre les 3 étapes suivantes du cours en présentiel ou sur Internet. Dans les périodes où le Covid est vraiment prédominant, on vous préconise plutôt de suivre les 3 dernières étapes sur Internet. Par contre, dans des moments où les contacts directs ne posent pas problème, il est préférable d'être avec d'autres personnes dans ces réunions, ce qui vous permet d'échanger, de voir les expériences des autres personnes et d'enrichir donc votre connaissance des mécanismes de la technique et des différentes expériences que vous pouvez y rencontrer. Moi, il y avait deux petites choses que je voulais dire, Oui, parce que c'est des questions qui ont été posées la dernière fois, mais auxquelles on n'a pas trop eu le temps de répondre. C'est des personnes qui disaient, oui, mais où est-ce que je vais m'installer pour méditer? oui. Par exemple, il y a une jeune femme qui disait, moi j'ai une chambre où souvent je suis dérangée, il y a des gens qui passent, tout ça, comment je vais faire? Alors, c'est vrai que surtout au début de la pratique, c'est mieux de s'installer au calme, dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit et de ne pas être dérangé. Mais c'est au début, je dirais. Une fois que vous avez bien commencé la pratique, vous pouvez très bien méditer, par exemple, dans le train ou dans un avion, ou même dans un endroit où il y a du bruit sans que ça vous gêne. Et donc, c'est une pratique qui est vraiment adaptée à notre monde moderne. On n'a pas besoin de se retirer dans une grotte dans les Alpes ou les Pyrénées. Ça se pratique en ville, chez vous. Ça peut être aussi à votre travail. Si vous avez un moment où vous pouvez vous isoler, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et le deuxième point que je voulais aborder, mais très Alors, vite, merci beaucoup, Jean-Marc, de ce oui, partage parce que c'est une question qui est revenue constamment. ouais. J'ai senti beaucoup d'intérêt chez les auditeurs de la première conférence sur la méditation. On voit que le sujet intéresse vraiment et que peut-être sentons-nous plus que jamais ce besoin de silence, de paix, de douceur. Et la grande question, c'était toujours la place et c'était toujours le bruit. Il y a même une personne qui m'a dit, mais je pourrais aussi aller méditer dans ma voiture. Alors, vous J'ai- pouvez, mais uniquement si vous ne conduisez pas, parce qu'on médite les yeux fermés. C'est un peu une plaisanterie, hein. Mais sinon, la seule condition nécessaire pour pratiquer la technique, c'est de pouvoir s'asseoir confortablement, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, hein. Voilà. Et Alors, l'autre petit point que je voulais aborder, si vous me oui, permettez, bien c'est sûr. pour les gens qui font du yoga depuis plusieurs années, par exemple, elles demandent parfois si c'est compatible, par exemple. Et la réponse est de toute évidence oui. Quelle que soit la forme de yoga que vous pratiquez, la méditation transcendantale, en fait, c'est l'aboutissement de la démarche du yoga, puisque yoga, ça veut dire l'unité, et le but final de la méditation, c'est d'arriver à cet état de conscience où il y a une unité parfaite entre la perception que le sujet a de lui-même et la perception qu'il a de son environnement. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Je peux même ajouter qu'on peut aussi apprendre des séries de postures, d'asana yoga, dans le cadre de l'apprentissage de la méditation, mais ça vient dans un deuxième temps, parce que pour nous, l'essentiel, c'est de se tourner vers l'intérieur et d'aller vers ces niveaux de silence de plus en plus profonds. Et les postures de yoga, les asanas ou les exercices respiratoires qu'on appelle pranayama sont pour nous une préparation simplement à la pratique de la méditation, qui est le point central qui permet de progresser le plus vite dans son expérience de la conscience et dans l'amélioration de sa vie de tous les jours. Il y a une question qui est revenue très fréquemment, c'est la nécessité d'avoir un complément d'information sur l'initiation. Combien de journées, etc. Est-ce qu'on doit se déplacer 3 jours, 4 jours consécutifs? Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste justement cette initiation à la méditation, ce suivi, cet accompagnement? Comment ça se déroule? Où est-ce que ça se passe? Combien d'heures par jour? Donnez-nous des détails précis. On veut tout savoir. Alors, les deux premières étapes sont des conférences, donc conférences d'introduction où on vous présente en détail les effets,
de la technique, hein, sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif, comme on en a parlé. Elles Cette peuvent se conférence, faire sur Internet? alors cette conférence peut se passer sur Internet ou vous pouvez y assister directement avec un professeur. Ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, suivant qu'il y a beaucoup de questions ou pas. Ensuite, il y a une deuxième conférence. Là aussi, ça peut être sur Internet ou chez un professeur, dans un centre de méditation. Cette deuxième conférence, qu'on appelle conférence préparatoire, vous présente les mécanismes généraux de la technique. Ensuite, à l'issue de cette deuxième conférence, vous pouvez avoir un entretien personnel avec un professeur pour prendre rendez-vous, si vous êtes décidé à apprendre, bien sûr, pour l'initiation personnelle. Alors là, l'initiation personnelle, c'est forcément, comme je le disais, en présence du professeur, vous êtes avec lui et il va vous montrer comment méditer et vous allez faire votre première méditation en présence de ce professeur. Ensuite, les 3 jours suivants, donc c'est très important que l'initiation et les 3 étapes suivantes se passent sur 4 jours consécutifs. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'approfondir peu à peu votre expérience et de bien intégrer la pratique de la technique dans votre routine de la journée. Puisque vous allez méditer une première fois avec un professeur, ensuite quand vous allez rentrer chez vous, vous allez méditer le soir, vous allez faire vos 20 minutes avant le repas du soir, puis le lendemain matin, au lever, vous allez reméditer à nouveau, puis vous allez revoir le professeur, peut-être avec d'autres personnes qui ont appris le même jour que vous. Et là, dans cette deuxième journée consécutive, vous allez voir, vous allez passer en revue toutes les expériences qui peuvent se produire dans votre méditation. Donc, vous allez parler déjà de ce qui vous est arrivé dans vos 2 ou 3 premières méditations, les autres personnes aussi, vous allez partager vos expériences, le professeur va être là pour les analyser, vous indiquer leur sens, si elles indiquent une bonne pratique de la méditation, est-ce qu'il y a des expériences au contraire qui indiquent une pratique incorrecte, donc il y a des choses à modifier. Donc toute cette analyse permet d'affiner votre compréhension de la technique et de vous assurer d'une bonne pratique. Ensuite, à nouveau, vous allez méditer chez vous le lendemain matin, peut-être le lendemain en fin d'après-midi, puis vous allez revenir voir le professeur. Et là, on va rentrer dans l'analyse des mécanismes pour que vous compreniez en détail comment se fait cette plongée vers le silence en vous-même et comment se fait le mouvement de retour vers l'activité. Ça aussi, c'est important pour comprendre intellectuellement comment se passe ce processus qui va se dérouler spontanément en vous-même. Parce que le processus lui-même, c'est une expérience simple, spontanée, naturelle, mais quand vous ressortez de la méditation, vous avez inévitablement, parce que nous sommes tous curieux de nature, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vous, ne serait-ce que pour vous assurer que le mécanisme se déroule correctement. Ensuite, le lendemain, à nouveau, vous méditez chez vous, et puis vous revenez une troisième fois voir votre professeur, et là, on va voir les choses à plus long terme. À moyen ou à long terme, on va parler des états de conscience qui vont se développer progressivement par votre pratique de la méditation. Et une fois qu'on a terminé ces 4 étapes sur 4 jours consécutifs, vous êtes autonome dans votre pratique. Mais, comme chacun sait, il peut y avoir des petites erreurs qui s'introduisent au bout de quelques semaines. Et donc, il est très important, dans les mois qui suivent l'apprentissage, de revoir un professeur pour vérifier que vous pratiquez correctement. Ça s'appelle des vérifications, tout simplement. Donc, on en fait, on va dire, une par mois, hein, et ça vous permet de vous assurer que vous êtes sur le bon chemin et que vous ne faites pas d'erreurs. Je le disais tout à l'heure dans la première conférence, parfois, au bout d'un moment, les gens se disent je vais essayer de transcender volontairement. Donc, on commence à faire des efforts pour vouloir faire le silence en soi. Et là, évidemment, on n'est plus du tout dans cette pratique de transcendance spontanée. Et donc, c'est très important à ce moment-là d'avoir, parce que si on sort du processus spontané, les effets sont beaucoup moins profonds. Et donc, il est important à ce moment-là d'avoir un professeur qui est disponible pour vous donner des conseils et pour vous redonner le sens du naturel et de l'innocence du processus. Alors, Jean-Marc, on est bien d'accord que toutes ces vérifications, elles peuvent se faire via Internet.
Les vérifications individuelles sont plutôt des vérifications en présence avec le professeur. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mais du coup, ça veut Voilà. dire que ça nécessite beaucoup plus de déplacements. Effectivement, mais ça vaut le coup pour s'assurer qu'on pratique bien la technique, je dirais. D'accord. Mmh. Dans les nombreux feedbacks qu'il y a eu après la première conférence, les enfants ont été interpellés justement parce que vous aviez dit: «Tout le monde peut méditer, même les enfants». Est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur ce qui se passe avec les enfants? Tout à fait, oui. Donc les enfants, à partir de 10 ans, pratiquent la même technique que les adultes, simplement ils la pratiquent moins longtemps, hein. Et puis la durée va s'allonger peu à peu jusqu'à ce qu'on atteigne la majorité. Et à partir de 18 ans à peu près, on est calé sur la technique adulte, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, hein. C'est vraiment l'idéal pour avoir des effets cumulatifs qui vont se développer au fil de la pratique, quoi. Et puis pour des enfants plus jeunes, à partir de 6 ans, on va dire, il y a une autre technique qui ne se pratique pas de la même façon et qui est mieux adaptée à l'état d'un cerveau plus jeune et aussi aux besoins de bouger des enfants. C'est une pratique c'est une technique pardon, qui se pratique en marchant doucement dans sa maison ou dans sa chambre. Et donc, le processus n'est pas tout à fait le même, mais il convient très, très bien aux jeunes enfants et c'est très, très simple pour eux. C'est ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est une technique simple et naturelle, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes. Et j'aimerais dire une dernière chose pour les enfants par rapport à leur scolarité, puisque c'est souvent une source d'anxiété pour les enfants de réussir à l'école. Et la pratique de la méditation transcendantale est très très bonne pour améliorer les résultats scolaires. Il y a plusieurs écoles dans le monde qui associent la pratique de la méditation transcendantale à la scolarité, en faisant méditer les élèves en groupe le matin, juste avant le début des cours, et le soir, en fin d'après-midi, juste avant le retour à la maison. Et ces écoles ont des résultats scolaires qui sont tout à fait étonnants, qui sont très supérieurs à la moyenne des écoles de leur région. Donc, je ne peux qu'encourager les enfants à pratiquer ces techniques, bien sûr. Pour cela, il est préférable que leurs parents méditent aussi, pour que les parents puissent bien comprendre les expériences de leurs enfants, que les enfants ne soient pas laissés à eux-mêmes dans cette pratique. Merci, Jean-Marc. Quel type de mantra répète-t-on dans la méditation transcendantale? Alors, ce sont des sons. Et ce qui est caractéristique de ces sons, c'est qu'on ne leur associe pas de signification. Parce qu'une signification, ce serait un peu comme dans les techniques de contemplation, et donc on reste à un niveau horizontal en passant d'une association d'idées à une autre, en explorant autour d'une signification tout ce qui lui est associé, un petit peu comme dans une méditation philosophique. Là, on n'est pas du tout dans ce processus-là, on est vraiment dans l'utilisation d'un outil, d'un support mental qui est simplement un son qui permet à l'attention de glisser progressivement vers des niveaux de plus en plus silencieux en nous-mêmes. Est-ce qu'on est obligé de faire les asanas avant de faire la méditation transcendantale? Pas du tout, pas du tout. 20 minutes matin et 20 minutes le soir, il faut déjà les caler dans son emploi du temps, hein. Pour une mère de famille, par exemple, qui a 5 enfants dont elle doit s'occuper, ce n'est pas évident du tout, hein, surtout avant que les enfants soient scolarisés. Ensuite, c'est plus simple. La pratique des Jean, asanas va ajouter du temps, bien sûr, à cette méditation. Et donc, pour des gens qui sont assez disponibles, c'est excellent. Ça va approfondir l'expérience de la méditation, mais ce n'est pas indispensable. Certains auront des expériences très profondes de la méditation sans faire ces postures, ces asanas avant la méditation elle-même. je vais parler pour toutes les mères de famille. On n'est pas obligé d'avoir 5 enfants pour être débordé, hein. Oui, c'est vrai. Tout à fait, oui. Oui. OK. Il y a une question pour le docteur Gallois, s'il peut nous répondre. Aurait-il un ouvrage à recommander qui parlerait des états
de conscience, des états modifiés de conscience. Docteur Gallois, pouvez-vous nous répondre? Merci beaucoup. Bonsoir Marlène, bonsoir Jean-Marc. C'est un terme très, très général qui concerne les modifications de conscience qui peuvent être par exemple liées à l'hypnose, à la méditation, qui sont des choses différentes, à la prise de substances psychédéliques, etc. Ce terme vient des États-Unis, fin des années 60, Altered States of Consciousness, un ouvrage qui est sorti à l'époque de Charlie Tart, un psychologue, qui fait une revue exhaustive de tous les états de modifications possibles des états de conscience. Mais c'est en anglais, c'est pas traduit. Et personnellement, je peux plus répondre en ce qui concerne la modification des états de conscience induits par la méditation et particulièrement par la méditation transcendantale. Le premier ouvrage qui concerne la méditation transcendantale et qui parle des états de conscience, notamment de ce qu'on a appelé le quatrième état de conscience, c'est-à-dire le moment où on va au-delà de la pensée la plus fine pour faire l'expérience de cet océan illimité de conscience, on va le trouver dans un ouvrage de Maharishi Mahesh Yogi qui a introduit la technique. Et cet ouvrage est traduit en français, on le trouve, ça s'appelle La science de l'être et l'art de vivre, Maharishi Mahesh Yogi. Science de l'être et l'art de vivre. Et là, on trouve effectivement une amorce de ce qui va être une science de la conscience et du développement de la conscience. Plus récemment, on peut aussi, en français, s'intéresser aux ouvrages de Laure Amouyal, notamment La voie royale du yoga, la technique de méditation transcendantale et des techniques complémentaires. Édition narratif. Il faut peut-être commander, voir sur Internet, Laure Amouyal, La voie royale du yoga. Voilà donc deux ouvrages en français. Après, en anglais, vous pouvez chercher, vous trouverez d'autres références. Mais voilà des références françaises. J'ai encore une question. Est-ce qu'il faut vraiment bien respecter les horaires pour pratiquer la méditation transcendantale? On n'est pas obligé de méditer chaque jour exactement à la même heure. Ce serait extrêmement contraignant. Par exemple, le week-end, généralement, on se lève un peu plus tard, on a besoin de se reposer plus. Et donc, on va méditer plus tard dans la matinée. Les seules consignes qu'il faut respecter, qu'il est préférable de respecter, c'est de méditer le matin avant le petit déjeuner, tout simplement parce que nous avons vu tout à l'heure que pendant la méditation, le taux métabolique diminue. Il y a une diminution du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. Et donc, c'est comme si le corps se met dans un profond repos associé donc à cet état d'éveil intérieur. Et quand on prend son petit déjeuner, c'est l'inverse. Quand on prend un repas, le processus de digestion va s'enclencher et donc le taux métabolique va monter. Donc, c'est des processus qui sont un petit peu contradictoires. Et c'est pour ça que le conseil qu'on donne à tous les nouveaux méditants, c'est de méditer le matin avant le petit déjeuner et le soir, quand ils rentrent chez eux, avant le repas du soir. C'est l'idéal. Maintenant, que ce soit exactement à la même heure tous les jours, ça, ce n'est pas très important. D'accord. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de formation en méditation transcendantale? Et si oui, quels sont-ils? Alors, effectivement, on peut approfondir sa pratique par ce qu'on appelle des techniques avancées. Donc, quand vous allez être initié au départ, vous allez apprendre la technique fondamentale. Et après, ces techniques avancées permettent d'accélérer le processus d'évolution de la conscience pour accéder plus vite à ces états de conscience supérieurs. Mais on peut très bien en rester à la pratique qu'on a appris en premier lieu et avancer tout à fait confortablement vers le même objectif. Tout dépend de la vitesse à laquelle on veut progresser et du temps qu'on peut aussi y consacrer. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, nous allons conclure ici. En vous remerciant, Jean-Marc, en vous remerciant, Anne-Marie, en vous remerciant, Dr Gallois, de toutes vos informations.
j'ai compris avec vous, docteur Gallois, que la conscience est première. Et quand vous avez dit ça, c'est vrai que ça paraît un peu surprenant de se dire que la conscience était là avant la matière, en fait, donc avant nous, et qu'elle sera là après nous. Est-ce que c'est bien ça? Donc, en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que puisque la conscience est première, la nature de la vie même, c'est de prendre soin d'elle-même. Elle sait se guérir, elle sait s'harmoniser, elle sait se régénérer. C'est quand même important de le savoir et à mon avis, c'est aussi important de lui permettre d'œuvrer. C'est un peu, je le vois maintenant un peu comme une maman bienveillante, très attentive, qui sait d'avance ce dont son enfant a besoin, qui en prend soin et qui du coup le conduira dans la réalisation de son plein potentiel. Je comprends aujourd'hui que la méditation transcendantale, c'est redonner à notre physiologie un fonctionnement normal, naturel, en revenant au soi, à l'intérieur de nous, parce que ce soi, c'est notre propre nature, c'est notre conscience fondamentale. C'est donc peut-être ainsi que nous pouvons tous déployer nos ailes et profiter pleinement de la liberté. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, en vous remerciant profondément de votre écoute active et généreuse, de vos questions pertinentes, et en vous disant à une prochaine fois. Merci à tous.